Bonjour et bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico où les acteurs de l'économie sociale et solidaire prennent la parole sur l'actualité politique, l'actualité générale. C'est un vendredi sur deux à 10h et c'est en direct sur notre chaîne LinkedIn aujourd'hui. Donc vous pouvez vous abonner à notre chaîne LinkedIn. Évidemment, vous pouvez réagir en live sur LinkedIn si vous voyez cette émission. On va parler donc aujourd'hui de politique, de Made in France, de santé et de Nicolas Hulot avec nos deux invités du jour qui sont très ancrés dans l'économie sociale et solidaire et qui ont d'autres messages à porter, à faire passer que ceux qu'on entend d'habitude à la télévision. J'accueille donc aujourd'hui avec grand plaisir sur le plateau de Mediatico nos deux invités de la semaine, Julia Faure. Bonjour Julia. Bonjour. Julia Faure, elle est cofondatrice de Loom. C'est quoi la punchline de Loom, Julia? C'est moins mais mieux. Moins mais mieux. Et puis François Dechy. François Dechy, il est ancien entrepreneur social, il est aujourd'hui maire de Romainville. On reste toujours entrepreneur social quand on l'a déjà été. Est-ce qu'on reste entrepreneur social dans sa tête, François? Même quand on est maire de Romainville? Oui, c'est un entrepreneur social, c'est un entrepreneur de territoire. Et un entrepreneur social, il développe des entreprises politiques au sens noble. Donc pour moi, je ne le vois pas comme des ruptures, mais plutôt comme des continuités. Et un maire, il est évidemment très ancré sur son territoire. Alors un grand merci à tous les deux de nous avoir rejoints sur le plateau de Mediatico. Comment est-ce que vous regardez l'actualité? Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous énerve dans l'actu? Quelles infos positives vous voulez partager aussi avec nous? Et quelles sont vos propres actus à vous? Eh bien, on voit ça tout de suite dans ESS On Air. Et l'actu de la semaine, eh bien, c'est l'affaire Nicolas Hulot qui rebondit de jour en jour. L'ancien ministre de la Transition écologique qui, rappelez-vous, avait démissionné parce qu'il trouvait qu'Emmanuel Macron faisait trop de petits pas sur l'écologie. Eh bien, aujourd'hui, il est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Il réfute, mais plusieurs femmes se révèlent, se dévoilent depuis l'enquête d'envoyé spécial diffusée la semaine dernière à la télévision. Une enquête de justice est ouverte. Julia Faure, comment est-ce que vous réagissez, vous, en tant que femme et en tant que militante aussi? Oui, donc en tant que femme et en tant que militante de l'écologie, quoi, c'est ce que tu veux dire. S'il y a des violeurs et des agresseurs dans nos rangs, il faut aussi on adresse ce sujet, quoi. C'est pas parce Ça vous a surpris? J'ai l'impression que quand on se penche un peu sur le sujet de l'agression sexuelle et des viols, etc., on se rend compte que c'est un phénomène qui n'a pas de bord politique, qui touche aussi bien les milieux écolos que les milieux anti-écolos. Enfin, c'est quelque chose de transverse à notre société, quoi. Donc que ça existe, j'allais dire dans nos rangs, même si j'ai jamais été dans le même parti ou dans quoi que ce soit. Parce que vous travaillez sur l'éthique, avec ouais, votre marque sur de vêtements, l'écologie. Voilà, je veux dire, vous travaillez sur l'engagement. Ouais, c'est ça. Moi, la démission de Nicolas Hulot, ça a été quelque chose de fort dans ma vie. En tout cas, j'avais trouvé ça hyper positif et j'avais trouvé ça super important à cette époque-là. Et je pense que ça est responsable de la prise de conscience écologique de plein de monde et que donc ça, on ne le changera pas. À côté de ça, si à côté de ça, c'est un agresseur, un violeur, bien sûr qu'il faut. Il n'y a aucun engagement écologique qui ne donne un passe-droit pour se comporter de telle manière avec les femmes ou vous attendez autres la personnes. décision de justice pour dire que c'est un violeur et un agresseur ou en fait l'affaire est faite parce qu'il y a déjà plusieurs plaintes? Là, si vous avez regardé quand même l'enquête d'envoyé spécial et auparavant celle de Mediapart, je crois, c'est quand même... Il y avait Hebdo il y a 4 ans déjà, qui avait sorti quelque chose sur Nicolas Hulot. Ouais. Je crois à l'enquête d'envoyé spécial. En fait, moi, dans mon secteur, il y a déjà des cas où envoyé spécial a mis à jour des informations que la justice n'a jamais saisies. Par exemple, dans le secteur du coton bio, il y a le label BCI, qui est un faux label, un label de greenwashing, et c'est envoyé spécial. Non, c'est Cache Investigation. Bon, c'est toujours Élise Lucet qui l'a mis à jour. L'investigation journalistique, effectivement, voilà. permet de mettre à jour des choses que la justice met beaucoup de temps, effectivement, à révéler. Bien sûr. François Dechy, est-ce que cette affaire, Nicolas Hulot, est-ce que c'est un séisme pour les acteurs de l'engagement? Comment vous regardez cette affaire-là, vous? Je pense qu'on est dans un cadre où enfin la parole se libère, enfin la peur change de camp. Donc moi je le vois comme une avancée positive que des femmes puissent souvent plusieurs années après les agressions
dont elles témoignent se manifester et s'engager dans un processus de reconnaissance de leur statut de victime. Donc moi je le vois plutôt comme une progression du combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes, une progression pour l'égalité femmes-hommes. Voilà, et si ça doit remettre en cause des organisations politiques ou le fonctionnement d'organisations politiques dans la façon dont elles gèrent l'articulation entre le temps du recueil de la parole et le temps de la justice, c'est intéressant et ça doit être travaillé. Mais aujourd'hui, c'est le combat contre les violences faites aux femmes qui doit être la priorité, hein, pas la gouvernance des organisations écolos. C'est pas ça le sujet. Est-ce qu'il a eu raison, Nicolas Hulot, de se retirer de la vie publique et de la vie politique aussi, du coup? Il n'avait pas le choix, non? Oui, enfin, je pense qu'il n'y a pas le choix. Enfin, il avait pas le choix, il aurait dû certainement le faire il y a 4 ans, vu les nouveaux témoignages qui sont en place. Je pense effectivement que quand de telles accusations sont portées par plusieurs femmes, il faut laisser la justice se prononcer, mais en attendant qu'elle se prononce, oui, c'est bien que l'agresseur se taise, ou que l'agresseur présumé se taise. Spontanément, Julia, à qui vous pensez pour continuer d'incarner les combats écologiques qu'il a menés? Moi, je suis très mal à l'aise avec cette envie d'avoir des personnes providentielles. En fait, on cherche tous des espèces de héros ou de héroïnes qui incarnent tout. Enfin, j'ai l'impression que tout notre système culturel il est tourné autour de ça. Enfin, il y a déjà plein de monde qui incarne ça aujourd'hui, que des jeunes, des moins jeunes et tout, des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Enfin, je pense que le piège, c'est de vouloir tout concentrer sur une personne et en faire une idole parce qu'on est forcément déçu. Enfin, et ça ne veut pas dire que tout se pourrit, etc. C'est pas du tout ça. C'est juste que on veut des héros, on veut des personnes parfaites, alors que non, on est plein d'humains avec plein de côtés sombres et imparfaits et tout, et de vouloir mettre tous ses espoirs sur une personne qui serait Mère Teresa, et globalement c'est ce qu'on essaie de faire, ça n'a pas de sens. Donc non, il faut qu'il y ait plein de monde qui incarne la lutte et qu'on ne les incarne pas en tant que héros ou sauveurs, mais qu'on les incarne en tant que qui on est, quoi, citoyen, entrepreneur, politique. Ça veut dire que le combat pour la transition écologique, il repose en fait sur chacun d'entre nous. François Duchy, vous êtes d'accord avec ça? Il repose sur chacun d'entre nous et il repose sur notre capacité d'action collective. Et elle repose aussi et surtout sur notre capacité à transformer nos mobilisations collectives en débouchés politiques et avec une autre façon de faire de la politique. Ça, c'est clair. Enfin, aujourd'hui, le mythe de l'homme ou de la femme providentielle, c'est souvent un homme dans ce mythe, il est mortifère. Et c'est le problème de la Ve République et de l'élection présidentielle aussi. Et voilà qui nous mène à la deuxième partie de cette émission, c'est l'actualité politique avec un homme ou une femme providentielle. Alors, l'actualité politique de la semaine, en fait, il y en a pas mal des actualités politiques cette semaine. Chez les écologistes, après l'affaire Hulot, Yannick Jadot a exclu Mathieu Orphelin de son équipe de campagne. À droite, Zemmour est officiellement candidat, ça y est. Et puis chez les Républicains, Valérie Pécresse est en très bonne voie pour représenter son parti. À gauche, Anne Hidalgo a vraiment du mal à percer, mais les militants LFI, la France Insoumise, eux, ils sont déjà sur le terrain. Julia Faure, ça vous intéresse la politique ou ça vous énerve ? Non, ça m'intéresse, hein, c'est mon pays. En fait, je vois l'urgence des enjeux qui sont les nôtres. Je vois l'importance en fait du politique dans ce sujet-là. Enfin, dans mon secteur du textile, je vois l'importance qu'il y ait des réglementations qui soient mises en place, et je vois en fait la gravité que ces décisions ne soient pas prises. Et là, je te parle juste de mon secteur, le textile. Voilà. Exemple. Des législations qui doivent être mises en place. Là, globalement, le secteur textile, s'il veut faire sa part dans l'accord de Paris, il faut qu'il divise par 3 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ça revient globalement à diviser par 2 la consommation de vêtements. On compte pour l'instant sur le consommateur qui s'autorégulerait ou les entreprises qui deviendraient tout à coup beaucoup moins intéressées par l'argent.
Enfin, c'est complètement illusoire. Enfin, il y a vraiment la courbe qu'on devrait faire qui est comme ça et celle qu'on est en train de faire qui est comme ça. Et en fait, enfin, si on n'a pas une intervention réglementaire, enfin, ça n'arrivera pas et en fait, on va droit dans le mur. Donc nous, avec plusieurs autres marques industrielles du textile, on demande à l'État et au gouvernement actuel de prendre des régulations et on voit que enfin, les gens sont très frileux sur ce sujet-là. Donc ça m'intéresse la politique et ça m'intéresse surtout moi, en tant que ma casquette professionnelle, hein, je mets de côté mes convictions en tant que citoyenne, ça m'intéresse surtout de voir qu'est-ce que les candidats vont proposer pour rendre le secteur textile compatible avec l'accord de Paris, lutter contre la délocalisation, favoriser en fait la réindustrialisation, la relocalisation de l'industrie textile, lutter contre le dumping social et écologique que subissent les entrepreneurs, aussi bien l'industrie que des marques qui sont basées en France. Tout ça, c'est les choses qui m'intéressent et que ça m'intéresse de voir sur quoi tous ces candidats vont se positionner. Et c'est des sujets qui ne sont pas nouveaux, hein. On vient de clôturer il y a quelques semaines la COP26. Voilà, donc c'est des sujets qui sont dans l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'offre politique, sans nous révéler évidemment, si vous n'avez pas envie de le faire, vers qui vous avez envie de pencher davantage, mais est-ce que vous voyez dans l'offre politique, dans les programmes, des propositions qui répondent à vos aspirations ? Alors c'est marrant, donc tout le monde est très intéressé par le secteur textile et réindustrialisation. J'ai l'impression que c'est un gros sujet des élections présidentielles et en fait c'est parce que ça concentre plein de sujets, hein. Ça concentre le sujet de la pollution, mais ça concentre le sujet de l'emploi, de l'autonomie de notre industrie. Enfin, on a bien vu pendant la crise du Covid que putain, on n'était pas capable de produire des masques alors que enfin, on était un des fleurons de l'industrie textile il y a 30 ans, quoi. Enfin, bon, bref, il y a tout un sujet aussi, en tout cas le sujet intéresse beaucoup les politiques. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les programmes des gens, mais on s'est donné comme mission avec En mode climat, dont on parlera tout à l'heure, de analyser les programmes des différents candidats et de finalement noter, juger ceux qui sont les plus réalistes et fiables pour permettre une relocalisation textile et une vraie transition écologique du secteur du textile. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde est très intéressé par le sujet. Tout le monde dit qu'il est écolo, tout le monde dit qu'il est pour la relocalisation. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que c'est les moyens qui sont mis en face de ça. Et en réalité, si ces moyens, ils vont vraiment avoir l'effet qu'on pense. Et pour l'instant, il y a peu de monde qui s'attaque vraiment à la question en fait, à quel point les lois du marché sont inégalitaires, enfin, sont injustes en fait, à quel point on met en concurrence des industriels français qui ont des coûts qui sont liés à l'installation, enfin, au respect des normes écologiques françaises et au paiement des salariés français à un salaire minimum qui correspond au SMIC. Ces entrepreneurs-là, on les met en concurrence avec des industriels du Bangladesh qui, je vous assure que les normes écologiques qui sont imposées au Bangladesh ne sont pas les mêmes et le salaire minimum, enfin le salaire moyen des ouvriers au Bangladesh, c'est 100 $. Donc on met en concurrence ces deux types d'industries dans le marché mondial du textile. Donc aller à s'attaquer à cette question de la libre concurrence et de la mondialisation sans contrainte, ça c'est un sujet qu'il n'y a pas grand monde qui veut attaquer, alors que c'est clé en fait. C'est clé pour la relocalisation de l'industrie textile, mais de toutes les autres industries qui sont nécessaires en fait à l'autonomie industrielle de la France. Et donc vous attendez en fait une mise en cohérence entre les discours et les actes. François Dechy, pendant 8 ans, vous avez présidé Baluchon. C'est une entreprise sociale qui est basée à Romainville, qui propose un service traiteur avec des salariés en insertion. Et puis l'an dernier, pour les élections municipales, en fait, vous avez conduit une liste citoyenne, Autrement Romainville, et puis vous avez gagné. Donc aujourd'hui, vous êtes maire de Romainville, et pour la présidentielle, vous refusez de soutenir un candidat. Expliquez-nous pourquoi. On aimerait soutenir un candidat, et un seul sur le champ de la gauche et de l'écologie. Et aujourd'hui, on est face à un paradoxe qui nous amène au naufrage, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de convergence chez les militants de l'urgence sociale, chez les activistes du climat, chez les militants, même les militants politiques de gauche. Il n'y a jamais eu d'autant de convergence sur le diagnostic et les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et pourtant, la gauche n'a jamais été aussi divisée face à une extrême droite qui n'a jamais été aussi puissante. On a quand même Le Pen, Zemmour, Ciotti au deuxième tour de la primaire de LR. On a le macronisme libéral. Et face à ça, on a 4, 5, 6, 7 candidats de la gauche et de l'écologie, dont aucun aujourd'hui ne passe la barre des 10%. Et le rôle des partis politiques, c'est d'apporter à gauche, le rôle des partis politiques à gauche, c'est d'apporter
des débouchés politiques, une capacité à accéder au pouvoir, à toutes les mobilisations citoyennes, à toutes les luttes sociales, à toutes les luttes pour le climat. Et aujourd'hui, on a finalement des appareils politiques qui jouent leur avenir, leur survie, et qui ne jouent pas collectif. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de partir avec d'autres élus, de professer ce serment. Le serment de Romainville, qui dit qu'on n'accordera pas nos parrainages tant que les conditions du rassemblement ne seront pas réunies. Puisqu'on a un pouvoir exorbitant, les maires, c'est celui de parrainer les candidats à la présidentielle. Il en faut 500 pour pouvoir être candidat. Et nous, en tant que maires, issus de dynamiques citoyennes, on ne veut pas participer à ce naufrage, on ne veut pas participer à la dispersion. Et on dit pourquoi ce qui est possible sur nos territoires, c'est-à-dire des militants, des citoyens engagés qui, sur la base de dynamiques citoyennes, s'allient avec des partis politiques, avec des militants politiques issus du Parti socialiste, de ELV, de Génération, de LFI. Pourquoi ce qui est possible sur les territoires, autour de majorités de projets qui engagent la transition écologique, les transformations sociales, des avancées démocratiques sur les territoires, pourquoi ce qui marche sur les territoires ne pourrait pas marcher au niveau national. Et alors aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas? C'est des questions d'ego? C'est des questions d'appartenance à des familles politiques qui ne veulent pas se parler? En fait, j'ai même pas envie de poser la question de pourquoi ça ne marche pas. J'ai juste envie d'appeler à la responsabilité des militants politiques et des organisations politiques. Ne pas oublier que la vie politique, c'est un moyen de changer la vie des gens. Et c'est un moyen de changer la vie, notamment la vie des plus fragiles. Et à l'heure où il faut sauver la planète et il faut lutter contre le creusement accéléré des inégalités, on ne peut pas se poser la question de qui de ELV ou de LFI ou du PS va sauver sa peau après 2022 quand on sera pris une rousse électorale. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est le rassemblement autour des convergences des militants. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de convergences de la part des militants, de la part du peuple de gauche sur l'urgence écologique et sur l'urgence sociale. Vous pensez que vous serez entendu ? Ça progresse, ça progresse. On a aujourd'hui plus de 200 élus qui ont signé le serment, donc plus de 100 qui ont le pouvoir, qui sont dépositaires du pouvoir de parrainer. On sent que la pression monte. On a la primaire populaire qui compte aujourd'hui qui a dépassé les 200 000, qui va vers les 250 000. Donc aujourd'hui, la pression populaire, elle est extrêmement forte. Et donc le naufrage peut encore être évité. Cette primaire populaire, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Elle réunit aujourd'hui plus de 200 000 personnes, je crois ? Ouais, des citoyens. Hein. Plus de 200 000 citoyens qui à travers cet engagement, souhaitent pouvoir participer à la désignation des candidats. Et moi, je suis d'accord avec Julien. Moi, je n'attends pas la femme ou l'homme providentiel. Par contre, je crois beaucoup à cette dynamique citoyenne, à l'importance de réinventer les formes de mobilisation politique et qu'aujourd'hui, il y a le peuple de gauche, de l'écologie, tous les activistes, tous les militants, 70% d'après un sondage sur le JDD, qui veulent une dynamique collective. Et cet enjeu-là, on a cette primaire qui propose un chemin avec un vote fin janvier. On peut imaginer d'autres chemins, mais le chemin qui consisterait à un accord de coin de table électoral entre des organisations politiques pour se répartir les circonscriptions aux législatives, c'est fini, on ne peut plus avoir ça. Donc il faut cette dynamique, et il faut cette dynamique qui aujourd'hui se pose sur la question d'un candidat ou d'une candidate. Ce qui est dramatique, c'est que c'est depuis 2017 qu'on aurait dû d'abord travailler le projet, que les organisations politiques auraient dû se mettre autour de la table et travailler le projet avant de poser la question de l'incarnation. Rien n'a été fait sérieusement sur cette convergence. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur le choix de l'incarnation. Et il ne faut pas louper le coche, parce que le risque, c'est l'effacement. C'est l'effacement de la gauche et de l'écologie, et d'être finalement dans une dichotomie mortifère entre le néolibéralisme et le fascisme. Et donc on a cette responsabilité, et les organisations politiques portent cette responsabilité de la dispersion. Et je ne peux pas imaginer qu'elles continueront à jouer cette carte de la division jusqu'au bout.
je suis un optimiste. Julia Faure, ça vous intéresse, cette question de l'éclatement des partis de gauche, cette question de la primaire populaire qui mobilise les citoyens sur les territoires? Alors, moi, comme je suis chef d'entreprise et que je représente en plus un mouvement de différents entrepreneurs et tout, je ne peux pas me prononcer personnellement sur ce que je pense. En tout cas, je trouve que la dynamique d'avoir des gens qui sont sans pouvoir, c'est-à-dire les citoyens, enfin, qui n'ont pas de pouvoir politique, économique, enfin, qui n'ont pas l'oreille directe en fait, des politiques, qui se rassemblent ensemble, plein de petits qui se rassemblent ensemble justement pour créer ce moyen de pression qui est le seul moyen de pression en fait, qu'ont les gens justement, sauf tout le monde n'est pas Bolloré, si on n'a pas son propre média, si on n'a pas l'oreille directement du gouvernement, le seul moyen de se faire entendre, c'est effectivement à la fois d'être nombreux et d'être inventif. Et donc ce que fait la première populaire, je trouve ça assez intéressant, je trouve ça trop intéressant ce truc du serment de Romainville. En fait, ce qu'on voit, c'est que des gens sans pouvoir essayent toutes les techniques possibles pour faire pression, pour forcer en fait, globalement, les décideurs politiques, et par ça j'entends les chefs de parti, etc., à œuvrer pour le bien commun. Enfin, là, c'est vraiment... Il n'y a personne qui est en train de... Enfin, primaire populaire, j'ai pas l'impression qu'ils font ça, qu'ils ont un espèce d'agenda caché derrière. Ce qu'ils veulent juste, c'est que les partis qui représentent leurs intérêts, qui représentent les intérêts des citoyens, aient une chance de gagner à la présidentielle, ce que... On peut comprendre que ça soit intéressant d'avoir ce genre d'objectif quand on voit la montée de Zemmour, quoi. Et donc, moi, je trouve que c'est une dynamique passionnante. Je trouve qu'il y a un travail de dingue qui est réalisé par les gens qui font ça. Et je trouve ça très, très inspirant pour d'autres parties de la société. Et encore une fois, je reviens toujours en mode climat, la dynamique qui est en train de se mettre dans le milieu des entrepreneurs du textile, des industriels et des marques du textile. C'est quelque chose de similaire. C'est des marques petites, des industriels petits qui n'ont pas l'oreille du gouvernement, qui n'ont pas de pouvoir de pression parce qu'ils ne représentent pas assez de chiffre d'affaires ou d'emplois et qui se mettent entre elles et qui essaient de jouer de créativité pour se faire entendre et pour faire pression en fait pour que les décideurs politiques prennent les bonnes décisions. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le bon sens qui guide en fait les décisions politiques, ce n'est pas même pas l'intérêt commun, enfin, j'ai l'impression, parce que sinon on ne serait pas dans cette... Enfin, c'est pas les réglementations actuelles qu'il y aurait. Moi, je vous prends juste l'exemple du textile. Hein. Si l'intérêt c'était préserver l'emploi en France, réduire l'impact climatique du secteur textile, il y aurait des régulations qui favorisent la relocalisation, qui fassent une forme de protectionnisme sur le Made in France. Ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment pas l'intérêt général, c'est pas le bon sens qui guide les décisions politiques, c'est des jeux de pression. Et donc à ce jeu-là, si c'est ça les règles du jeu, il faut y participer. Je trouve que la primaire populaire fait le taf, quoi. C'est impressionnant comme dynamique. L'intérêt collectif et le bien commun, c'est aussi la santé. On passe à l'actu Covid. Alors l'actu Covid, on a hésité à en parler sur Mediatico parce que le climat est déjà assez anxiogène. Donc on va voir ce que vous nous en dites du Covid. En tous les cas, François Dauchy, parce qu'en même temps, on sait aujourd'hui que les 3 premiers cas de variant Omicron ont été confirmés en France. On sait que les restrictions sanitaires se préparent un petit peu partout, dans les entreprises, dans les collectivités publiques. Et François, j'ai envie de vous demander quelles sont les mesures que vous prenez, vous, aujourd'hui, à Romainville? On est au quotidien hein, depuis maintenant, depuis le début de mon mandat. Moi, je suis arrivé en pleine crise Covid, à devoir s'adapter, à décliner les mesures gouvernementales dont on a l'information en même temps que tout le monde. Hein. Là, pour le coup, on a un vrai sujet d'association des collectivités locales aux décisions gouvernementales. Ça fait depuis le début de la crise qu'on le réclame et depuis le début de la crise qu'on subit des informations souvent très verticales et peu concertées. Donc à partir de là, on s'adapte. Hein. Moi, j'ai passé ma semaine, j'étais avec le sous-préfet encore ce matin au téléphone pour réclamer l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination sur mon territoire. On a ouvert un centre de vaccination qu'on a fermé et qu'on souhaiterait rouvrir aujourd'hui avec l'enjeu de la 3e dose. C'est difficile d'ouvrir les centres là parce qu'on essaye d'avoir des créneaux de réservation pour se faire vacciner, mais ils ne sont pas disponibles au mois de mars. Nous, on a la chance, et c'est le fruit de choix politiques importants, d'avoir un centre municipal de santé. Donc on a ce levier et l'engagement de médecins et de professionnels de santé publics municipaux qui
voilà, clairement font des heures sup pour ouvrir de nouvelles plages de vaccination parce que là, effectivement, on a une saturation. Et puis, on est en train de travailler avec l'ARS pour pouvoir ouvrir un nouveau centre de vaccination. Le gros sujet aujourd'hui, c'est les ressources humaines et le manque de professionnels. Donc, ça, c'est un sujet. Et puis, au-delà de l'aspect vaccination, accompagnement médical, c'est tout un service public qui doit s'adapter en permanence pour gérer la situation sanitaire, les plans de maîtrise sanitaire. Donc c'est nos équipes sportives, c'est les agents dans les écoles, c'est les agents dans les gymnases, les agents dans les équipements culturels, pour être à la fois dans une double logique permanente de préserver la santé, éviter la propagation du virus, et en même temps garder du lien social, garder de l'émancipation par la culture, par les loisirs, par la rencontre. Et donc c'est cette tension qu'on vit, j'allais dire, au quotidien dans nos communes, et on a la chance pour ça d'avoir des agents publics qui sont dingue de capacité d'adaptation, d'agilité et qui ont le sens du service public chevillé au corps. Moi, c'est vraiment ma découverte en tant qu'entrepreneur social qui avait connu des managements et des organisations dans la vie associative et dans la vie entrepreneuriale. Et finalement, voilà, la capacité d'adaptation aujourd'hui du service public municipal, c'est quelque chose qui a été vraiment éprouvé pendant la crise sanitaire, et j'en profite pour les saluer. Alors le service public de santé, je voulais en parler avec vous, François, parce que vous avez à Romainville une ancienne usine pharmaceutique. C'est un site Roussel-Luclaf. Et puis l'an dernier, pendant le Covid, vous avez milité pour la création d'un réseau de sociétés coopératives pour produire nos médicaments. Est-ce que ce projet-là, il avance ? Ça avance, ça avance. C'est vrai que pendant la crise sanitaire, on a eu quelques mois de confinement, on a eu un peu de temps pour réfléchir. Et nous, on était en même temps, j'allais dire, dans notre campagne pour les municipales, puisque nous, le premier confinement, il était entre les deux tours. Et à Romainville, on a eu jusqu'à 10 000 emplois sur le secteur du médicament à Romainville. Jusqu'à 5 000 emplois jusqu'en 2013. Ces activités, elles ont été délocalisées. Et elles ont été délocalisées pour des raisons financières, sachant qu'on est sur des activités qui étaient parfaitement rentables. Ce n'est pas la sidérurgie, ce n'est pas le textile, y compris aujourd'hui, c'est des activités qui sont rentables, mais pas assez rentables pour les actionnaires du luxe, qui sont, disons-le, les plus cupides du CAC 40. Ils sont plus que pour les actionnaires du médicament, qui sont ils sont plus cupides que les actionnaires du luxe. Les actionnaires des big pharma, c'est ceux qui réclament les plus gros TRI, les plus gros dividendes. Et ces activités ont été délocalisées en partant du principe que, comme le textile, le médicament était un produit comme un autre. Et on s'est rendu compte un peu avant la crise, et ça a été paroxystique pendant la crise sanitaire, que non, le médicament, en fait, c'est pas un bien comme un autre, c'est pas un produit comme un autre, puisqu'il touche à notre souveraineté sanitaire, il touche à notre souveraineté nationale, et il touche au fondement de notre démocratie. Et donc, la question de la relocalisation de médicaments, elle n'est pas qu'une question économique, elle est aussi une question de souveraineté et d'intérêt général. Et moi, je ne connais qu'un seul modèle qui permet de développer une activité économiquement viable au service de l'intérêt général, c'est les modèles de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on est parti avec Jérôme Sadier, le président de SS France, sur l'idée que la relocalisation du médicament, elle pouvait passer par le développement d'un réseau de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui permettrait de mettre autour de la table les industriels, les patients, les mutuelles, que les mutuelles se souviennent qu'elles sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire et qu'elles pourraient réinvestir ce champ. Les pharmaciens du territoire, nous on travaille avec eux, les anciens salariés du site de Sanofi, et surtout qu'on relocalise là où les emplois ont été détruits, sachant qu'en Seine-Saint-Denis, non seulement nous, dans la ville de Romainville, on avait 5 000 emplois sur ce territoire qu'on a perdu. On est sur un territoire où il y a 17% de chômage, où il y a des besoins d'emplois locaux importants. Et puis on a été un des territoires des premiers de corvée, où le taux de mortalité du Covid a été un des plus importants en France. Donc
Voilà, tout ça faisait cohérence et sens. Et moi, j'ai la conviction que le sujet n'est plus de soutenir l'émergence ou le développement de l'ESS. Le sujet est que l'ESS puisse s'emparer de pans entiers de notre économie pour remettre l'économie au service de l'homme et de la planète. Les relocalisations industrielles au travers notamment de l'économie sociale et solidaire, voilà qui nous amène à l'actu du Made in France. Alors l'actu Made in France, on se tourne vers Julia Faure parce que Julia, vous étiez sur le salon MIF Expo, MIF pour Made in France donc, et vous allez pouvoir nous parler dans Mode Climat, et c'est votre particularité chez Loom de réfléchir au sens de ce que vous faites. Alors qu'est-ce qui vous a marqué cette année sur ce salon Made in France ? Alors c'est vrai que j'y étais beaucoup plus en tant que membre en Mode Climat qu'en tant que chef d'entreprise de Loom, quoi, parce que bref, on produit un peu en France avec Loom, mais globalement on produit beaucoup au Portugal. On pourra parler tout à l'heure. En tous les cas en Europe ? Oui, quand même. Ouais, en tous les cas, dans des endroits où on peut aller on peut aller voir les usines et parler avec les gens. Et on n'est pas obligé de traverser la moitié de la planète pour se faire livrer. Exactement. Et aussi dans des pays où il y a quand même des droits sociaux et environnementaux qui... Bon, voilà, ça c'est deux choses-là. En Mode Climat, c'est une coalition. Vous êtes en combien ? Mode Climat, en fait, c'est une coalition de marques et d'industriels du textile. Ça s'est créé cet été. On a publié une tribune qui s'appelait « Nous, marques textiles, demandons plus de régulation ». C'est une tribune qui est publiée en juillet dans Le Monde. À ce moment-là, on était 80, plutôt des marques d'ailleurs. Et on demandait justement ce que je t'expliquais tout à l'heure, que en fait, le pouvoir politique, le gouvernement prenne ses responsabilités pour mettre les contraintes sur le marché du textile qui assure à la fois la compatibilité avec l'accord de Paris et également en tout cas des mesures qui arrêtent cette concurrence déloyale entre industriels français et industriels qui est basés en Asie. Et la concurrence déloyale, elle existe à tous les niveaux, entre les marques éthiques et les marques qui font mal, etc. Globalement, dans notre système actuel, plus une entreprise fait mal, plus elle va produire dans des pays qui polluent, moins elle va payer les gens, moins ses coûts de production vont être élevés, donc plus elle est compétitive. Donc c'est pas étonnant dans le domaine du textile, par exemple, que ceux qui ont les plus grosses parts de marché soient les pires. C'est la fast fashion, c'est l'ultra fast fashion, ou c'est les marques comme Nike, etc., qui produisent à l'autre bout du monde. Enfin, bref. Dans ce contexte-là, on se rend compte que nous, les marques globalement de l'ESS, mais les marques éthiques ou les industriels qui essaient de continuer à produire en France, même si on développe nos activités, même si on essaie de faire du mieux possible, ça ne sert à rien tant qu'on n'empêche pas les autres de mal faire. C'est exactement comme renoncer à prendre l'avion et à côté de ça, voir à la télé que Jeff Bezos va sur Mars. Voilà, il y a un truc, l'impact sur ton bilan carbone des efforts que tu fais est complètement réduit à néant par un mec qui a juste trop d'argent et pas de loi qui l'empêche, quoi. Donc c'est exactement ce qui se passe dans l'industrie textile. On a beau faire tous les efforts qu'on peut, relocaliser, utiliser du pot de coton bio, etc. Tant qu'on n'empêche pas la fast fashion et l'ultra fast fashion de faire n'importe quoi, nos efforts sont réduits à néant si on prend au global le réchauffement climatique, quoi. Donc, faisant ce constat que ça ne servait que nous, en tant que marque éthique, on ne sert presque à rien, on s'est mis ensemble et on a fait, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, la dynamique de la primaire populaire tout à l'heure, on se met ensemble, on se coalise, on monte un lobby, mais ce lobby, il n'a pas pour but de défendre nos intérêts économiques propres, puisque globalement nos marques vont bien, ce lobby, il a pour objectif de défendre l'intérêt général, le bien commun. Donc on se sert de notre puissance, en tout cas de notre pouvoir d'influence en tant qu'acteur économique, pour faire oppression sur le gouvernement. Actuellement, au début, on était 80 en juillet, aujourd'hui on est plus de 370, sachant qu'il y a environ 4000 marques en France, on commence à représenter... Vous n'êtes pas loin de 10%. On n'est pas loin de 10% des marques qui vendent sur... C'est pas mal en politique, 10%, ça monte. Hein. Effectivement. Pour être candidat à la présidentielle. Et d'ailleurs, c'est ce soir que je... Non, comme il n'y avait pas assez de candidats cette année. Julia, le rapport avec le Made in France, c'est quoi ? Eh ben non, mais c'est qu'en fait, ce qui est assez magique dans le textile, c'est que vraiment, faire en France, c'est mieux que faire ailleurs. Et je vous dis ça alors que je fais pas tout en France, hein. Et c'est pas un truc chauvin, etc. Je pense pas que les Français sont plus beaux et plus intelligents que les autres. Par contre, il y a une particularité en France, c'est qu'on a un système réglementaire qui est mieux disant socialement, écologiquement. C'est-à-dire que les travailleurs et travailleuses, ça fait très Arlette Laguier de dire ça, mais en tout cas que les salariés et salariés, eux, sont mieux protégés parce qu'on a un SMIC, des vacances, une sécurité sociale, etc. Donc notre système est mieux disant socialement et notre système est mieux disant écologiquement. On a une réglementation sur le traitement des eaux usées qui est
extrêmement exigeante, ce qui fait qu'on ne s'empoisonne pas globalement, enfin ce qui fait qu'on peut boire l'eau du robinet et qu'on ne s'empoisonne pas quand on se baigne dans les lacs français. Donc ce Made in France, ces normes-là, elles devraient servir de base, de critères, enfin en tout cas d'exemple pour les autres zones de fabrication. Et qu'au lieu de nous être sans cesse en train de dire « Ah mais les entrepreneurs payent trop de charges, les salaires sont trop élevés, on a trop de charges et tout », c'est au contraire, on devrait être fiers en fait de ces exigences qui sont posées en tout cas aux entrepreneurs en France et demander à ce que les autres qui veulent vendre sur notre marché en fait répondent aux mêmes exigences. Parce que là, c'est abusé. On demande aux industriels français de traiter leurs eaux usées de manière... c'est très coûteux d'installer une station d'épuration et de la faire marcher. Et par contre, on fait rentrer dans notre pays des produits qui viennent d'Asie et où les industriels n'ont pas du tout ces exigences-là. Et il y a la même question sur les aliments, etc. quoi. Donc le Made in France, sans être chauvin, sans être nationaliste, sans vouloir un repli identitaire, c'est juste une exemplarité en termes de mesures sociales et écologiques. C'est ça, le Made in France n'a rien à voir avec le nationalisme? Ah bah alors, pour certaines personnes, il peut l'avoir. Nous, chez En Mode Climat, c'est pas ce qu'on porte. Et il y a un troisième aspect qui est extrêmement intéressant dans le Made in France, en tout cas pour ce qui est la question de l'industrialisation. La France a une électricité qui est peu carbonée, c'est-à-dire qui émet peu de gaz à effet de serre. Nucléaire. Nucléaire, effectivement, mais aussi solaire, hydraulique. Enfin, il y a plein d'autres trucs. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que, bon, bref, il y a un mix énergétique qui est décarboné. Or, là où sont produits l'essentiel des vêtements, c'est-à-dire en Asie, le mix énergétique est extrêmement carboné parce que c'est des centrales à charbon qui tournent là-bas. Donc, l'impact carbone d'un vêtement qui est produit en Asie est 2 fois plus important. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que c'est 2 fois plus important qu'un vêtement qui est produit en France. Donc, pour ce troisième aspect, c'est beaucoup plus intéressant de produire les vêtements en France que de les produire au Bangladesh, par exemple. Donc, le Made in France, c'est bien, même si on n'est pas nationaliste. Voilà, Julia Faure, une parole toujours très directe sur mediatico.fr. Ce n'est pas la première fois que vous la découvrez chez nous. Place maintenant à l'actu des acteurs de l'ESS. Alors l'actu des acteurs de l'ESS, c'est bien François Dechy. On va parler d'une agence communale de la transition écologique et solidaire à Romainville. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est en fait un transfert de technologie de l'ESS au service public. C'est vrai que nous, on a un énorme enjeu à Romainville, c'est qu'on a, je le disais, 19% de chômage. On a par rapport à ça, un tissu associatif d'entreprises sociales, d'entreprises d'insertion qui porte une offre d'insertion, mais que cette offre d'insertion, elle est aujourd'hui sous-dimensionnée par rapport aux besoins du territoire. Et donc, on a 2 leviers pour augmenter cette offre d'insertion. C'est le levier d'accompagnement à l'émergence et de structures d'insertion, de soutien aux acteurs de l'ESS pour qu'ils puissent développer leur activité. Donc, je le dis à tous les porteurs de projets, venez sur le territoire d'Est Ensemble, venez sur le territoire de Romainville. Est Ensemble qui regroupe plusieurs communes. Hein. Exactement, c'est la Silicon Valley de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on a aussi, je pense, beaucoup de fertilisation croisée à penser. Et nous, on a choisi à Romainville de porter la création d'une structure d'insertion interne à la ville. Et donc, en partant du principe que la question climat, la question écologique, c'est un défi majeur pour notre santé, pour la planète, pour l'humanité, mais c'est aussi un formidable levier de création d'emplois et d'opportunités pour l'émancipation des jeunes et des moins jeunes qui sont aujourd'hui en difficulté d'insertion. Et donc, on crée cette agence qui s'est fait conventionner, on est la première ville de Seine-Saint-Denis à l'être, en tant que structure d'insertion par l'activité économique, et qui va positionner des salariés en parcours d'insertion, de formation, sur des nouveaux métiers liés à la transition écologique, en lien avec l'agriculture urbaine, en lien avec la médiation et l'accompagnement des populations sur la thématique du zéro déchet. On va aussi développer des projets d'éco-gardiens de nos parcs pour qu'on remette des adultes dans l'espace public et qui soient finalement présents auprès des enfants et des jeunes aussi sur de la médiation et sur de l'accompagnement sur des thématiques écologiques. On a effectivement des dizaines de métiers utiles à la population qui peuvent être aussi de formidables
levier d'inclusion professionnelle. Donc c'est l'objectif de l'agence. Aujourd'hui, on a créé 15 emplois en parcours d'insertion et on vise la création de 80 emplois sur le monde. Excellent. On finit très vite parce qu'on arrive à la fin de cette émission. On termine sur l'info positive de nos deux invités. Alors pour terminer cette émission, est-ce que chacun d'entre vous, vous avez une information positive, une actualité positive peut-être à partager avec nous, Julia Faure? Moi, mon info positive, c'est le domaine de Grignon qui devait être cédé à un promoteur immobilier et qui cet acte a été annulé. Le domaine de Grignon, c'est là où j'ai fait en fait mes études, c'est là où il y a l'école d'agronomie AgroParisTech. Oui, c'est à quel endroit? C'est dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Et ça appartenait à qui? Ça appartenait à AgroParisTech, à cette école quoi, où ça formait. Moi, j'ai fait des études d'agronomie. Et alors pourquoi c'est bien que le terrain ne soit pas vendu? Parce qu'en fait, c'est un terrain qui est assez incroyable, hein. C'est vraiment un havre de diversité. Il y a un parc, il y a l'école même. C'est quand même, c'est là où il y a l'INRA. C'est un endroit de recherche sur l'agronomie. Il y a une ferme expérimentale. Déjà, c'était trop bien de faire mes études là-bas, mais en plus, c'est quelque chose de hyper clé en fait pour l'agriculture, l'agronomie et la recherche sur ce sujet, quoi. Et en plus, c'est des terres arables, on n'a pas envie que ça soit bétonné et que ça devienne un projet immobilier, quoi. Et donc ça, c'est une super nouvelle. Ça, c'est une super nouvelle parce qu'il y a une autre proposition qui est portée par des anciens élèves de cette école, avec aussi les municipalités locales et tout, de faire de cet endroit justement quelque chose non pas de l'ordre du privé, mais quelque chose de plus mixte avec l'économie accessible au public, etc., quoi. Voilà, une bonne nouvelle pour aujourd'hui. François Dechy, votre info positive à vous, c'est laquelle? Je vais rester dans l'idée de conserver des espaces et pour la biodiversité et pour des activités porteuses de sens et qui servent le bien commun. Nous, on travaille d'arrache-pied là pour sauvegarder sur un site de traitement de déchets 1 hectare à Romainville, sur le territoire d'Est Ensemble, pour en faire un pôle d'excellence sur l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. Et on est parti pour travailler en partenariat avec la ville de Paris, Est Ensemble, le SICTOM, pour pouvoir construire un espace, pour pouvoir transformer des déchets en ressources et avoir un lieu accessible au public. Et on pourra y développer, y trouver un espèce de point P du réemploi, un Ikea du réemploi, un jouet club du réemploi, toutes les filières pour montrer qu'on peut transformer nos déchets en ressources, consommer moins, consommer mieux et avoir ce levier de création d'emplois et de richesses sur le territoire. Et vous voyez que peut-être un jour l'économie sociale et solidaire va devenir mainstream. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mediatico. C'est la fin de cette édition ESS-ONER où les acteurs de l'économie sociale et solidaire prennent la parole sur l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et puis abonnez-vous à mediatico.fr pour avoir accès à l'ensemble de nos contenus. Prochaine émission dans 2 semaines, même heure, même endroit évidemment, pour une nouvelle édition de ESS-ONER. Et nous recevrons notamment Maud Sarda de Label Emmaüs. Merci à vous et d'ici là, restez positifs et solidaires.